L'invité de ce Smart Impact, c'est Fanny Douvert. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chef du programme marin du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je veux bien qu'on prenne quelques minutes déjà pour présenter ce programme. De quoi il s'agit, notre patrimoine marin? C'est un programme assez exceptionnel. L'UNESCO est l'organisation des Nations Unies qui est responsable pour la protection du patrimoine mondial dans le monde entier. Oui. Donc à la fois des sites culturels, aussi naturels. Donc on a environ 250 sites qui sont des sites classés au patrimoine mondial pour leurs caractéristiques naturelles exceptionnelles au monde. Et donc parmi ça, on a 51 sites qui se retrouvent dans la mer. Okay. C'est quelque chose qui n'est pas assez connu, mais bien sûr tout le monde a connu des sites exceptionnels comme les îles Galapagos en Équateur, aussi la Grande Barrière en Australie par exemple. Grande Barrière de corail, oui. Voilà, donc on a 51 sites qui sont classés au patrimoine mondial parce qu'ils ont une biodiversité où ils sont des écosystèmes marins qui sont vraiment exceptionnels et qu'on veut protéger pour l'humanité et pour les générations futures. Évidemment, ces 51 sites, c'est une liste qui est fermée, qui peut encore grandir. Vous avez un peu évoqué les critères. Comment on les a choisis ou comment on pourrait, je ne sais pas, en choisir de nouveaux sites? Absolument, donc ce n'est pas une liste fermée, ça change, on fait presque chaque année, pas chaque année, mais presque chaque année. Donc chaque année, on a un comité du patrimoine mondial qui s'est réuni et qui représente en fait tous les pays du monde entier et qui choisit chaque année quels sites seront classés au patrimoine mondial ou pas. Et donc, il faut postuler en quelque sorte. Oui, voilà, donc c'est les États qui proposent un site pour être classé au patrimoine mondial. Et donc 2 ans passés, on est passé à 51. On avait 10 ans passés, on n'avait qu'une quarantaine de sites. Et donc aujourd'hui, on a plus de 50. Et donc chaque année, ça peut changer chaque année, c'est fur et à mesure. Ouais. Et donc les critères, ils sont très stricts. Quand vous dites que ce sont des sites exceptionnels, quels sont les critères pour les choisir? Oui, donc c'est effectivement quelque chose qui est très précise. C'est pas comme wish list des sites. C'est vraiment un processus assez réglementé. Et donc au cœur de tous, c'est la valeur universelle exceptionnelle. Et donc on a 10 critères qui sont les critères du patrimoine mondial, 6 qui sont liés à tout ce qui est le culturel, mais 4 qui sont liés à tout ce qui est le patrimoine mondial naturel. Et donc, les États doivent vraiment préciser très clairement pourquoi leur site, pourquoi leur écosystème, pourquoi leur biodiversité est vraiment exceptionnelle, pas juste dans le pays même, et pas juste régional, mais à l'échelle globale. Donc, c'est vraiment très réglementé, très précise. Il y a tout un comité d'évaluation également derrière. Est-ce que certains de ces sites marins exceptionnels sont menacés? Oui, bien sûr. Malheureusement, malgré leur statut d'être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ils ont des menaces comme tous les autres aires marines protégées dans le monde. On a plus de 18 000 aires marines protégées dans le monde aujourd'hui. Et donc, les grandes menaces, c'est bien sûr tout ce qui est l'infrastructure côtière qui n'est pas durable, surtout aussi la pêche qui est dans beaucoup des endroits pas durables, souvent aussi une pêche illégale. Et après, bien évidemment, aussi le changement climatique. Le réchauffement, c'est-à-dire que l'océan se réchauffe, ça a des conséquences sur les espèces qui vivent dans ces sites classés, par exemple? Absolument. Donc on voit de plus en plus que le changement climatique touche profondément ces écosystèmes, surtout parce qu'on a beaucoup de récifs coralliens. L'UNESCO protège à travers le patrimoine mondial à peu près 15% des récifs coralliens. Donc on voit partout que on a beaucoup des espèces qui sont en train de disparaître. On a des espèces invasives qui viennent dans les sites, qui changent aussi le fonctionnement des écosystèmes. Donc il y a effectivement malheureusement pas mal des problèmes par rapport au changement climatique et le réchauffement des eaux de l'océan à soi-même qui réchauffe assez vite aujourd'hui. Oui, avec en plus, il ne faut jamais l'oublier, un rôle très important de l'océan, c'est un puits de carbone. Absolument. Est-ce que ces sites classés
sont de meilleurs puits de carbone que le reste de l'océan. Vous voyez ce que je veux dire? Sans être trop technique, mais pour savoir s'ils sont encore plus importants. Oui, c'est une très bonne question parce que quelques années passées, l'UNESCO a lancé une grande étude pour comprendre ce qu'on appelle le carbone bleu. Donc c'est comme les forêts sur Terre, mais dans les océans. Donc, ils sont des mangroves pour la plus grande partie, mais aussi d'autres types d'écosystèmes. Et on a révélé en fait que ces sites patrimoine mondial, malgré le fait qu'ils sont qu'une collection de 50 sites, qu'ils sont hautes pour plus de 20% du carbone bleu dans le monde. Donc c'est assez énorme et donc actuellement on est en train de regarder comment on peut les protéger le mieux possible. Par exemple dans des lieux en Afrique, en Mauritanie, qui a plus ou moins 3% de carbone bleu dans le monde aujourd'hui. Donc on se rend compte que ces sites marins classés au patrimoine mondial ont en fait une énorme puissance de capturer en fait le carbone. Oui, exactement, l'excès de changement climatique. Question peut-être un peu naïve, mais la pêche, elle est interdite dans ces sites classés ou elle est réglementée? Elle est pour la plus grande partie réglementée parce que ces sites, ce ne sont pas des lieux où rien se passe. Ils sont des lieux où ils sont des communautés locales qui y vivent, aussi des communautés traditionnelles qui font la pêche. Et donc, ce n'est pas interdit, mais c'est géré pour la plus grande partie. C'est ça que nous, en tant que l'UNESCO, on aide aussi les communautés locales à gérer la pêche pour que ça soit durable. Et pour que la plus importante, c'est que ça ne touche pas à ces écosystèmes d'une façon néfaste qui peuvent se reproduire. Et alors, dans ces sites classés, il y a un programme qui est intitulé ADNE, E pour environnemental. De quoi il s'agit? C'est quoi ce programme? Donc, c'est un programme qu'on a lancé pendant 3 ans, qui vient de se terminer en décembre dernier. Et donc, on a lancé et publié tous nos résultats. C'était une étude pour comprendre beaucoup mieux l'impact du changement climatique sur la biodiversité et surtout de comprendre si les espèces vont se repartir dans des autres zones. Ce qui est important pour nous, parce que quand on protège un certain site, si les espèces d'ici 10-15 ans sont plus là, c'est important de le comprendre aujourd'hui. Et donc, on a utilisé un outil tout innovant qui existait déjà, mais qui n'était pas vraiment bien standardisé. C'était le ADNE, donc ADN environnemental. Donc, on a pris des échantillons dans 21 sites patrimoine mondial, donc en Afrique, en Bangladesh, dans plein de zones partout dans le monde, 21 sites dans 19 différents pays. Et donc, on prend un échantillon. On prend à peu près 1 litre et demi d'eau et on prend un échantillon et on l'a fait avec des enfants. Donc on a engagé 250 enfants partout dans le monde. La plus jeune était 6 ans. Et donc on prend ces échantillons et donc l'ADN se retrouve dans ces échantillons et on peut savoir quelles espèces vivent dans la zone. Exactement, c'est assez intéressant. On peut voir des centaines d'espèces dont 1 litre demi d'eau qui se retrouvent dans ces zones et donc on peut comprendre assez vite ce qui se passe dans certaines zones, ce qui est important parce que le changement climatique change assez vite l'impact sur la biodiversité et donc on peut accélérer en fait nos connaissances à travers le monde. Donc l'UNESCO s'est investi à travailler avec certains des meilleurs experts au monde pour standardiser ce type d'échantillonnage et le faire avec des citoyens, y compris les plus jeunes. Et cette cartographie, parce que c'est une sorte de cartographie, on peut imaginer donc la démultiplier, pas seulement dans ces sites classés. Qu'est-ce que ça va, en quoi ça peut permettre de mieux protéger l'océan? Ça permet d'identifier peut-être des espèces menacées, par exemple? Tout d'abord, ça permet de réagir beaucoup plus vite. Parce qu'aujourd'hui, on a plus de 18 000 aires marines protégées dans le monde. Pour comprendre vraiment ce qui se passe, ça prend souvent, avec des méthodes de recherche traditionnelles, des années. Ça peut prendre 5 ans avant qu'on comprenne ce qui se passe. Donc, c'est souvent trop tard pour réagir au niveau local. Et donc, ces techniques, dans quelques mois et même dans quelques semaines, on peut savoir, on prend les échantillons dans une zone, on comprend ce qui se passe. Et par exemple, s'il y a des espèces invasives qui entrent dans un certain lieu,
la gestion qu'on met en place peut réagir très vite et ça ne devient pas un désastre à long terme. Donc c'est un exemple, mais donc c'est surtout accélérer la connaissance et donner les moyens aux gestionnaires de réagir d'une manière efficace et surtout dans un cadre de l'impact du changement climatique. Je crois que ça a été fait par exemple en Corse, pour se recentrer un peu sur la France, dans le golfe de Porto. On trouve notamment la sublime réserve de Scandola. Ça veut dire on peut savoir s'il y a des dauphins, des requins. Enfin, je ne vous demande pas la liste de toutes les espèces, mais c'est à ce point précis. Oui, c'est à ce point précis. Et donc, on s'est concentré surtout sur les poissons, parce qu'on voulait comprendre surtout les poissons. Et donc, on peut aussi, par exemple, voir et identifier les espèces qui sont en danger, qui sont vulnérables, qui sont classées sur la liste rouge de l'IUCN. Et donc, dans la réserve de Scandola, par exemple, on a fait des échantillonnages aussi avec des enfants. Et donc, on avait aussi notre directrice générale qui a nous joint à Scandola pour prendre les échantillonnages. Donc, c'est une façon de faire la recherche qui engage aussi les citoyens sur place et qui peuvent participer à la protection de l'océan d'une façon très concrète et très compréhensible. On a fait aussi toutes les listes de toutes les espèces qu'on a trouvées, tous les poissons qu'on a trouvés dans un lieu. On a fait aussi une documentation qui donne un retour aux enfants dans les écoles et qui peut permettre de les engager d'une façon concrète et les sensibiliser à la future. Également. Merci beaucoup Fanny Douvert et à bientôt sur Bismart Sanchez. On passe tout de suite à notre débat, la décarbonation numérique au programme.